Bonjour! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va vous parler de bienveillance et de temps pour soi avec plus de temps pour moi avec cette foutue bienveillance. On est très fiers du titre. Bon, on appuie sur un point qui fait un petit peu mal sur la bienveillance quand même. Ouais. Alors, l'idée en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, être un parent, mais quand même un peu plus une maman, une femme, une épouse, dans la société dans laquelle on vit, c'est compliqué. C'est déjà pas facile, il faut gérer le travail, les enfants, son rôle de femme, son rôle de mère, son rôle d'entretien du foyer, etc. Ça fait déjà beaucoup. Et si en plus on rajoute là-dessus la bienveillance, ça devient parfois vraiment dur à vivre. C'est ça. Et il faut l'avouer. Donc l'idée de cette émission, c'est surtout pas de remettre en cause cette histoire de parentalité positive, respectueuse, mais juste de vous dire de faire attention, vous mettre des warnings, parce que ça rajoute une couche en plus dans les difficultés. En tout cas, ça peut. Ça peut, et on va vous expliquer pourquoi et comment trouver des solutions. À tout de suite. C'est bon? Nous allons donc voir ensemble quelles sont les conséquences négatives que peut avoir la parentalité respectueuse sur la famille et l'environnement avec les enfants. Alors, tout d'abord, on voudrait faire un petit rappel sur ce qu'on entend par la parentalité bienveillante, positive, respectueuse. Si tu veux peut-être... Oui, alors ce qu'on entend nous, c'est-à-dire que vous allez avoir des définitions différentes selon les interlocuteurs, et ça nous semblait intéressant de clarifier les choses avec vous. Oui. Alors nous, vous le savez, le mot qui nous correspond le plus, c'est équidignité, c'est-à-dire que l'on met la dignité de l'enfant au même niveau que celui de l'adulte. Cela ne veut pas dire que l'enfant sait tout et exactement au même niveau de l'adulte, mais sa dignité, oui. Il a autant de valeur et c'est ça. Ses besoins, ses émotions, ses envies ont autant de valeur que celles de l'adulte. C'est un terme qui vient de Jesper Jo. Rendons à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance et l'éducation positive respectueuse de l'enfant? C'est une éducation où on va aimer l'enfant et on va lui montrer qu'on l'aime de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il fait une erreur, qu'il y a quelque chose qui nous disconvient que l'on va lui montrer qu'on le rejette. En revanche, dans ces actes, il va y avoir des actes que l'on va tolérer, des actes qui ne vont pas nous convenir, et ce sont ces actes que l'on va apprécier, recadrer, voilà. Et non ses émotions, et son nerf, c'est son faire en fait. Qu'on va pouvoir remettre en place, mais non ce qu'il est lui-même. Donc c'est l'idée qu'il ne faut pas céder à tout ce que fait l'enfant, et c'est un petit peu un des écueils qu'on retrouve parfois dans la parentalité respectueuse, chez certains parents qui veulent trop bien faire et qui ont tendance à s'oublier, à oublier de se respecter eux-mêmes. Ils ne sont donc pas capables de montrer à leur enfant le chemin pour qu'ils les respectent eux et qu'ils se respectent eux-mêmes aussi. Oui. Il est clair pour nous qu'on n'est pas... on ne place pas la bienveillance entre du laisser-faire et de l'autoritarisme. C'est vraiment un autre mode de fonctionnement. On n'est pas du tout dans le laisser-faire, puisque même si on respecte les besoins et les émotions qui en découlent lorsqu'ils ne sont pas, quand il n'est pas possible de les respecter, tout n'est pas faisable, tout n'est pas faisable par l'enfant. Par contre, c'est vrai qu'on va essayer d'être créatif pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration superflue qu'on aurait pu éviter. Complètement. Qu'est-ce que ça revêt d'autre, la bienveillance éducative? Je pense qu'il y a aussi toute cette idée de justement, on parlait de la créativité, là, d'être spécificité de l'enfant et d'essayer en tant que parent de trouver des solutions qui vont correspondre vraiment à cet enfant-là, à ce moment-là particulièrement, et de ne pas être dans l'idée qu'il y a un modèle systématique pour tout le monde. C'est vrai. Ni pour tout le monde, ni un modèle de parent qui fonctionne absolument. Non. Du tout. En revanche, on va toujours se poser la question du respect des besoins de chacun. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. C'est les besoins du parent, mais aussi des enfants. Alors, plus les enfants sont petits, plus on va respecter les besoins de l'enfant d'abord, et plus le parent va se mettre un petit peu de côté, mais on va essayer de respecter les besoins de chacun. Exactement. Alors, donc cette parentalité, finalement, nous, on la considère un peu comme un facteur de risque
comme une difficulté supplémentaire dans la capacité à prendre soin de soi. Alors pourquoi ? Comme tu viens de le dire, on met en avant les besoins de l'enfant, surtout quand l'enfant est petit. À cause de cette théorie qu'on appelle la théorie de l'attachement. Tu veux nous en dire quelques mots ? Oui, je peux. La théorie de l'attachement a été expliquée dans les années 50, ou peut-être début des années 60, je ne me souviens plus, par Bowlby, qui a découvert que les enfants avaient besoin pour se développer sereinement, pour explorer le monde avec une capacité forte de découverte, etc., avait besoin d'un attachement extrêmement fort à une ou plusieurs personnes autour de lui. Cet attachement fort se crée avec des caregivers, comme ils les appellent, attentionnés à l'enfant. Donc la conséquence est que plus on est attentionné à un enfant, notamment les petits, plus on va répondre à leurs besoins, plus ils vont ensuite être capables d'explorer le monde. Et d'avoir confiance en eux et en nous, dans le lien, de se sentir bien et de se développer avec des bonnes racines et des ailes. C'est ça. Donc le souci de cette théorie de l'attachement, c'est que du coup, nous parents, on va mettre beaucoup d'énergie à faire en sorte de répondre aux besoins de notre enfant, puisque c'est ça qui est important pour son attachement, c'est qu'on réponde à ses besoins le plus tôt possible quand il est bébé, et puis plus il va grandir, plus on va pouvoir être capable de mettre un petit peu de distanciation entre l'expression de ses besoins et la réalisation de ses besoins. C'est d'autant plus compliqué si on est parti sur un allaitement avec la maman qui va donc être la principale figure d'attachement. De toute façon, elle l'est quand même souvent parce que c'est elle qui a porté l'enfant. Mais ça demande au papa d'attendre un petit peu pour pouvoir prendre cette place. Et c'est d'autant plus épuisant dans ce cas-là pour les mamans si on suit ce mode de fonctionnement. On a tous connu ça, l'incapacité d'aller se doucher, d'aller manger, d'aller boire, d'aller aux toilettes et de devoir reporter nos besoins, même nos besoins physiologiques, parce qu'on a un petit enfant qui pleure dès qu'on disparaît ou qui se sent pas bien et qu'on a appris qu'il fallait pas laisser pleurer un enfant. Donc comme nous, on est capable d'attendre et de relativiser et de se dire c'est pas grave si je vais me doucher demain, on a tendance à s'oublier. Mais ça, le problème, c'est que ça favorise le burn-out, le burn-out parental. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on est dans une société où on n'a pas de relais. C'est vrai. On se retrouve donc généralement à s'occuper seul des enfants, et aussi dans une société où finalement c'est un peu vécu comme normal le fait d'être fatigué en tant que parent. Complètement. C'est-à-dire que nos propres parents, en tout cas la génération de nos parents, vont dire c'est normal, mais moi je l'ai fait, j'avais plus d'enfants, j'avais plus ceci, j'avais plus cela. Oui, mais généralement ils avaient tout de même un petit peu plus de relais, ou sinon ils se posaient de toute façon moins de questions, ils avaient une espèce de guide de fonctionnement de l'enfant et ils l'appliquaient comme un manuel de survie, et puis donc ça allait avec des temps pour le parent, des temps où on mettait l'enfant de côté, ce qui leur permettait par ailleurs d'avoir du temps pour eux. Tout à fait. Ce qui était la chose positive de ce fonctionnement. On a aussi les médecins qui ne font pas spécifiquement attention à la fatigue des parents, qui considèrent que être un jeune parent, c'est normal d'être fatigué. Oui, de fait, on est un peu plus fatigué quand on est un parent de jeune enfant, mais c'est pas normal d'être épuisé. Il y a un vrai signe d'alerte à ce moment-là. Et donc ce signe d'alerte, en fait, c'est une alerte par rapport à ce que tu viens d'évoquer, le burn-out parental. Alors qu'est-ce que c'est que le burn-out parental ? Le burn-out, peut-être que vous connaissez le terme en fonction, par rapport au côté professionnel plutôt, dans lequel il a été utilisé depuis des années. Ça fait relativement peu de temps qu'on parle de burn-out parental. Quelques années à peine. Ouais. On voit de plus en plus de mamans qui en souffrent, mais aussi des papas aujourd'hui. Donc en fait, c'est l'idée que vous vous êtes tellement investi dans votre parentalité pendant longtemps, que vous avez fini par vous épuiser, par épuiser toutes vos ressources, mais vous continuez à fonctionner un peu en mode pilote automatique, parce qu'il faut continuer à faire les choses, mais vous les faites sans sel, sans motivation, sans rien, uniquement avec en gros votre volonté de continuer à peu près à rester debout, mais ça commence à tanguer de tous les côtés. Vous êtes épuisé, tellement fatigué que ça peut en devenir dangereux. Vous vous endormez parfois n'importe quand, ou vous dormez plus quand il faudrait que vous dormiez. Vous êtes irascible avec vos enfants, en colère facilement, énervé, alors que finalement vous êtes capable de dire par ailleurs ils sont hyper mignons, mais moi j'en peux plus, je les supporte plus. D'où le risque de violence potentielle. Et voilà, et c'est pour ça qu'on vous en parle là, c'est que
c'est compliqué cette bienveillance et ce risque de burn-out parental, puisque si vous êtes presque trop dans la bienveillance sans faire suffisamment attention à vous, vous risquez de tomber dans une forme de burn-out parental avec des niveaux différents. Hein. C'est pas obligatoire d'être dans un maximum risque, mais vous allez vous épuiser. Et plus vous allez vous épuiser, moins vous allez être à l'écoute de vos enfants, moins vous allez être bienveillant. C'est un cercle vicieux qui pourrait s'installer. D'où attention à ça. Tu voulais nous parler d'un site, d'un professionnel qui... Oui. Alors, déjà, on refera une vidéo sur le sujet parce que c'est un gros sujet. Il y a énormément de choses à dire, mais je voulais vous parler de Moira Mikolai Ouais, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, qui a créé un site internet. C'est une psychologue qui s'est énormément intéressée au burn-out parental, donc ça s'appelle burnoutparental.com, on vous mettra le lien en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aller regarder, il y a des tests qui ont été faits, créés par elle, pour savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous risquez en fait de vous retrouver dans cette situation-là ou pas. Et dans ce cas-là, faire de la prévention par rapport à ça, parce que c'est vraiment la manière principale dont on peut agir à ce sujet-là. Et soyez attentifs par rapport à vous, mais aussi par rapport à votre entourage, vos compagnons, votre compagne, vos amis, vis-à-vis de ça, parce que quand on est dedans, parfois on s'en rend pas compte. Ouais. Non, on s'en rend pas compte. Donc ça, c'est le premier facteur de risque, c'est de mettre les besoins des enfants en premier, qui donc l'essence de la bienveillance, mais qui peut se retourner contre vous. Ouais, quand on oublie trop les siens. Ouais. Le deuxième, c'est l'implication très importante envers nos enfants, et qui est à contre-courant d'un certain nombre de personnes. Alors pas de tout le monde, puisque la bienveillance commence à prendre un petit peu de pas dans la société, mais vous allez avoir les anciennes générations ou d'autres personnes de votre génération qui vont dire « Oh là là, mais tu t'impliques beaucoup trop, tu fais beaucoup trop de choses, ah bah oui, forcément t'es fatigué parce que tu t'occupes de tes enfants. » Donc vous allez avoir des jugements, vous allez devoir vous justifier, vous allez devoir expliquer, et ça c'est extrêmement fatigant. On le dit souvent, mais être à contre-courant, c'est pas facile et ça épuise. Et puis vous allez finir par douter, par plus savoir où vous en êtes. Donc vous allez chercher de nouvelles informations. Mais sur ces informations-là, vous allez trouver des parents qui se débrouillent très très bien, parce que sur les réseaux sociaux, on met toujours ce qu'on arrive à faire. Donc vous allez avoir l'impression finalement de ne pas y arriver, et vous allez vous sentir mal. Et voilà, donc tout ça, c'est vraiment négatif. Et puis, le troisième point qu'on voulait évoquer avec vous, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc on va vraiment juste l'aborder. C'est la mémoire traumatique. C'est l'idée en fait que c'est très très compliqué de donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Quand on propose une éducation à nos enfants qui correspond à celle qu'on a reçue nous-mêmes enfants, mais finalement c'est bien plus simple, on fait ça par réflexe, et ça nous fatigue moins. Quand on essaye de faire différemment, c'est dur, et cette mémoire traumatique, elle nous met des bâtons dans les roues, elle peut nous empêcher vraiment d'atteindre le but qu'on veut avoir. Et ce qui se passe, c'est que si on n'y arrive pas, on va se sentir coupable. La fameuse culpabilité du parent. Et oui, c'est le quatrième point, le fait de se sentir coupable, notamment parce que comme vous avez appris tout un tas de choses sur la bienveillance éducative, sur les neurosciences, vous savez qu'il ne faut pas que les enfants regardent la télé avant 3 ans, vous savez qu'il faut qu'ils soient... baignés d'amour, vous savez qu'il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas leur donner d'étiquette, il faut ceci, il faut cela, il ne faut pas leur crier dessus, évidemment, sauf que dans la vraie vie, il y a des moments où c'est compliqué de respecter toutes ces règles, vous allez être soit contrainte de les disconvenir et de passer outre, soit vous allez devoir les respecter, mais en prenant énormément sur vous. Par exemple, vous allez avoir besoin d'une douche parce que ça fait 3 jours que vous n'avez pas pris de douche et vous n'en pouvez plus, parce que vous avez un jeune enfant. Et l'option que vous voyez, c'est de le mettre devant un petit écran 5 minutes de manière à ce que vous puissiez tranquillement prendre votre douche. Eh bien, vous allez vous dire, mon Dieu, je vais le traumatiser, je vais abîmer son cerveau, etc. Alors que finalement, votre besoin de douche est peut-être tellement important que ça vaut peut-être le coup pour une fois de passer outre. On n'est pas là en train de dire qu'il faut faire passer les besoins du parent en premier tout le temps. Faut être vraiment très clair. C'est plus, de manière générale, la bienveillance. C'est tout à fait ok, c'est tout à fait chouette, c'est absolument, on est convaincu, c'est absolument comme ça qu'il faut avancer. Mais dans les cas où vous sentez que vous êtes au bord de la fatigue, au bord du gouffre, peut-être qu'il faut lâcher un petit peu là-dessus. Ouais.
C'est vraiment l'exemple typique du parent dans la parentalité plus classique, habituelle, qui n'aura pas de difficulté à appeler une babysitter pour pouvoir prendre du temps pour soi. Et le parent, lui, qui s'inquiète pour tout, qui va repousser sans cesse ses limites, jusqu'à finalement ce qu'il soit trop tard. Il serait peut-être préférable que de temps en temps, de manière ponctuelle, vous évaluez à nouveau vos besoins, vos limites, savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous pouvez encore les repousser un peu ou est-ce qu'au contraire, c'est plus le moment. Donc ce qu'on voulait vous dire avec tout ça, c'est que parfois, dans la parentalité positive, en tant que parent, on s'oublie pour ne devenir plus qu'un parent. Et donc nous, on voudrait essayer un petit peu de voir comment redevenir autre chose en fait. Donc il arrive parfois, avec tous ces changements qu'on a connus dans notre corps, dans notre vie de famille, qu'on ne sache plus trop qui on est en tant que femme. Souvent, les 3 grands rôles qu'on peut avoir, ils sont souvent dans l'ordre mère, d'abord en premier, si on a encore un petit peu de temps, épouse, et puis alors si jamais il reste un tout petit peu de temps, on prend du temps pour soi. Ouais. Et donc en fait, cette tendance qu'on peut avoir à s'oublier, qui consiste à systématiquement faire passer les besoins des autres avant les nôtres, finalement elle est assez culturelle, elle est assez sociétale. Tout à fait. Alors là on parle surtout des femmes, mais les hommes aussi peuvent rencontrer ce genre de choses. Surtout moi je les rencontre parmi mes clients sur les papas qui sont des papas solos, qui se retrouvent avec toute la charge mentale, etc. Voilà. Mais là on va vraiment s'intéresser plutôt aux femmes parce que c'est plutôt elles qui supportent ça de manière régulière. Désolée pour les papas qui nous regarderaient, vous pouvez le prendre pour vous aussi si vous êtes dans ce cas-là. On a tendance à s'oublier parce que donc culturellement, on nous a appris à nous femmes de nous mettre de côté, de porter soin aux autres, de tout faire en sorte que les autres aillent bien. Sans pour autant qu'on nous ait permis de nous poser la question de ce que nous vivons et de savoir si nous allons bien au final. On est souvent considéré un peu comme le pilier de l'harmonie familiale, et c'est vrai d'ailleurs que souvent quand on va pas très très bien, finalement ça a des répercussions un peu partout. Ça c'est une responsabilité qui est compliquée à prendre. Et qui fait que on s'oublie. Dans le fait de s'oublier, on en parlait juste avant, c'est qu'on est la figure d'attachement principale généralement, et que de fait, parce qu'on est cette figure d'attachement principale, si on joue bien notre rôle de maman, on s'oublie régulièrement et on a du mal à se retrouver. Exactement. Et c'est pas seulement donc en tant que mère, c'est aussi en tant qu'épouse, ça peut être compliqué. Le couple peut aussi se retrouver en danger parce que déjà on a relativement peu de temps de toute façon pour se retrouver ensemble. Et puis comme les différentes entités du couple, elles sont épuisées et fatiguées, elles ont du mal à retrouver une vraie connexion et de l'énergie à être ensemble, et ça peut être délétère sur le long terme. Voir ce que moi je vois aussi parfois, c'est des mamans qui sont épuisées, des papas qui ne le sont pas. Alors, désolé messieurs si vous me regardez, mais c'est dans ce que je vois moi en consultation, je suis plutôt dans ce cadre-là. Donc soit c'est équilibré comme tu dis, les deux sont épuisés et puis plus personne n'arrive à avoir de jus. Et c'est presque plus le cas finalement au tout début du premier enfant, où le papa va être encore très impliqué. Enfin moi je trouve en tout cas des gens que j'ai, où le papa va être encore très impliqué, etc. Il va aussi peut-être un peu aider à faire les nuits. Et puis au bout d'un moment, on finit par rentrer à nouveau dans ce rythme classique de la société. J'ai des mamans qui me disent mais le papa se lève pas parce que c'est à moi de m'en occuper, il se lève pas la nuit, il ne le nourrit pas parce que c'est pas lui de se le faire. Parce que dans sa tête c'est comme ça, peut-être aussi parce que cette femme ne lui laisse pas prendre ce rôle-là, je sais pas pourquoi. Mais de fait, l'équilibre est compliqué à trouver avec un papa qui lui a des envies de rapport intime, qui a envie de sortir, qui a envie avec une maman qui du coup est d'autant plus épuisée que le papa ne l'aide pas et qui elle n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir. Donc soit encore une fois elle met ses besoins de côté et elle fait un effort pour répondre aux besoins du papa, mais finalement elle est encore dans cette idée de ne pas s'écouter, de ne pas prendre de temps pour soi. Soit alors elle prend du temps pour soi, mais il y a un problème, un dysfonctionnement au niveau du couple. Ça c'est très compliqué. Une autre chose dont on voulait vous parler, c'est que tous ces changements, ils se font aussi par exemple au niveau physique. Le corps change avec la grossesse, avec l'accouchement, avec l'allaitement.
On peut prendre du poids, on peut en perdre, on a des vergetures, on a de la cellulite, on a des seins qui peuvent tomber, etc. Ça rend du rêve, hein. Oui, exactement. Et ça peut être compliqué en fait d'accepter tout simplement ce nouveau corps. On peut être très très nostalgique de notre ancien corps. Ça peut être compliqué, on a aussi les hormones qui parfois font un petit peu n'importe quoi et avec des sautes d'humeur qui suivent, on a l'allaitement qui peut nous donner l'impression finalement que notre corps ne nous appartient plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc tout ça c'est compliqué. Il y a un dernier point qui est compliqué aussi, c'est la conciliation vie perso, vie pro. Puisque on est fatigué. Donc quand on est fatigué, on fait son travail, on le fait plus ou moins bien. Enfin, on essaye de le faire au mieux évidemment, mais on a l'impression de le faire un petit peu moins bien que ce qu'on pouvait faire avant. Mais on rentre à la maison, on est fatigué par notre travail, donc du coup on s'occupe moins bien de nos enfants que ce qu'on aimerait. On a des horaires qui sont pas toujours compatibles avec nos horaires de parents. On a parfois notre salaire entier qui passe dans des frais de garde, parce qu'il faut quand même bien le dire qu'au niveau aide gouvernementale, on n'a pas grand-chose. Et puis toute cette charge mentale en fait qui est là et qui nous épuise et qui va faire en sorte qu'on va se sentir mal, pas plus trop savoir où est-ce qu'on en est, avoir du mal en fait à se valoriser aussi en tant que personne, parce qu'on n'arrive plus tellement à se valoriser comme parents parce que ça ne nous plaît pas ce qu'on fait, parce qu'on ne voit pas nos enfants, puis on ne se valorise pas non plus tellement au niveau professionnel parce qu'on a l'impression de faire les choses à moitié. Mais c'est la même chose finalement pour les parents au foyer qui décident eux de rester avec leurs enfants et qui sont vus par la société un petit peu comme des gens qui font pas grand chose de leur journée. Oui, ils pourraient aller travailler. Oui. Et donc tout ça rajouté, ça fait que, honnêtement, après quelques années de parentalité, parfois on sait plus trop où on en est, on sait plus trop ce qu'on a envie de faire, on se connaît plus vraiment, on est un peu perdu et même si on a envie de prendre soin de soi, parfois on sait plus trop comment faire. Et du coup on va pas très bien. Ouais. On a interrogé Audrey du Terrain Tremplin, qui est une jeune femme qui suit des ados depuis des années, des ados en décrochage scolaire, aucun rapport me direz-vous, et bien si, parce qu'elle suit les adolescents et leurs parents, et elle s'est rendue compte que parfois les soucis des adolescents étaient liés au fait que les parents n'arrivaient plus à prendre soin d'eux. Donc une manière de voir qu'il est très important de prendre soin de soi. On va écouter Audrey. Bonjour Audrey, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour Anne. Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans, 3 quarts. Je travaille avec des ados en décrochage scolaire et ça depuis maintenant presque 6-7 ans. Moi, j'ai à la base une formation de médiéviste en littérature italienne parce que dans mon parcours, je savais que je voulais être prof. J'ai eu un petit doute quant à la matière et puis je me suis rendu compte que enseigner une LV2 pouvait être très intéressant parce qu'on pouvait le rapprocher au concret, au réel des ados. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers l'italien. Puis, prise dans la passion pour les études, j'ai avancé un petit peu plus dans la recherche que dans l'enseignement, mais j'ai aussi fait un master enseignement. Et puis, en passant le concours, en voyant les attentes, en faisant mes stages dans ces lycées, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans le travail avec des adolescents, c'était pas tant la grosse machine qu'est l'éducation nationale avec tout ce qu'elle a de positif que de comprendre en fait ce qui se jouait pour ceux qui avaient des difficultés à suivre ou pour qui le cadre scolaire et le cadre de l'éducation nationale ne correspondaient pas. Et c'est en ça que du coup j'ai cherché une structure qui proposait ce genre d'accompagnement-là et j'ai travaillé dans une école où j'ai été numéro 2. Et j'ai créé toute la partie pédagogique en fait pour des jeunes en décrochage scolaire. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai découvert déjà le terme de décrochage scolaire que j'ai pas du tout côtoyé moi dans mon parcours quand j'étais au collège ou au lycée. J'étais plutôt dans des établissements où ça roulait assez facilement pour l'ensemble des élèves. Et donc voilà, je me suis lancée dans cet accompagnement auprès de jeunes en décrochage scolaire depuis 6-7 ans. Et du coup, quand on avait échangé ensemble, on s'est rendu compte que vous aviez eu un retour sur les parents autour de ces fameux décrocheurs scolaires. Et donc, on voulait vous interroger sur l'importance de prendre soin de soi, parce que c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Prendre soin de soi en tant que parent. Et je voulais que vous nous expliquiez votre retour d'expérience dessus, avec vos fameux décrocheurs. Tout à fait. On est d'accord pour dire que globalement, être parent, c'est avant tout prendre soin de son enfant. Et donc, s'occuper de lui, l'accompagner, essayer de faire au mieux avec les données que l'on a en main. Nous, dans les cas d'enfants qui sont en décrochage scolaire, sachant que ça touche toutes les catégories sociales. Et c'est important de le dire.
Voilà, c'est vraiment important de le dire. On a souvent l'image du décrocheur scolaire plutôt de famille pauvre. Oui, modeste, non érudite, etc. Or, nous, les décrocheurs qu'on a accompagnés, on était plutôt sur des centres parisiens de familles relativement aisées, voire extrêmement aisées. Donc, il y a d'autres enjeux qui se posent, mais qui ont vécu soit des traumatismes dans leur enfance, soit qui ont des profils au potentiel TDAH, qui ont des difficultés avec l'école. Et donc, en fait, ces parents qui mettent en œuvre toute leur énergie, parfois de grosses sommes d'argent pour accompagner leurs enfants, ont tendance à s'oublier. Pas tous, en tout cas certains de ceux qu'on a pu accompagner ont eu tendance à s'oublier et donc à ne plus prendre soin de soi. Et en fait, ça a d'une certaine manière amplifié les difficultés de l'enfant qui du coup absorbait en fait comme une éponge l'état du parent. Et donc c'était un espèce de cercle vicieux de ça va déjà pas bien. Dans mon contexte scolaire, je vois que mon parent ne va pas bien. Du coup, ensemble, à la maison, ça explose. Voilà, ça va pas. Et de fait, en fait, on voyait ces parents qui se laissaient sombrer. Donc ça, c'est un des cas qu'on a pu constater, qui du coup ont aussi, comment dire ça, ont aussi dû encaisser pendant leur temps de parentalité, en fait, beaucoup de remarques, beaucoup de jugements de l'extérieur. Tu devrais lui donner un coup de pied aux fesses, ça ira mieux. Ah mais non, mais là, t'es beaucoup trop dur avec lui. Et tout le monde, en fait, a l'impression d'avoir la bonne solution. De l'extérieur, ça semble facile de dire, mais t'as qu'à faire ça, ça va marcher. Le bon jugement envers le parent, celui qu'on a, pas que pour les ados hein, d'ailleurs, parce que là, tu nous expliques ça pour les ados, mais c'est pour les petits, c'est pareil. Hein. C'est exactement. Ah, tu devrais pas le porter, tu devrais l'allaiter, tu devrais plus l'allaiter, tu devrais... Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut... Enfin, on a tendance à dire qu'il faut savoir se blinder en tant que parent. Et en même temps, quand tu vis une situation extrêmement difficile de voir ton enfant qui est malheureux, qui souffre, qui a du mal à côtoyer la norme, parce que mine de rien, la société est formée selon certains codes et c'est très difficile de s'en extraire, en tout cas aussi jeune que ça et en le subissant, c'est pas le moment de venir appuyer sur les boutons qui font mal chez le parent. Voilà, il y a eu cette partie-là et il y a eu aussi une autre partie un tout petit peu plus pernicieuse, je dirais, de parents qui prenaient pas soin d'eux initialement, indépendamment en fait de leur enfant. L'enfant avançait tranquillement, faisant son bout de chemin, et soit dans le couple, soit dans la situation personnelle. Arrivé à l'adolescence, c'est assez particulier. Il y a un peu comme un espèce de choc de bilan. Ton enfant est face à l'aune de tous les possibles et souvent le parent à la quarantaine, cinquantaine commence un peu à faire un bilan de sa vie et à tracer les traits de ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place, ce qu'il a satisfait ou pas. Et donc on a eu certains parents qui ont eu tendance à fuir un peu ce moment-là, à burn-outer d'une certaine manière de tout ce qui allait pas dans leur vie et plutôt... La fameuse crise de la quarantaine, cinquantaine quoi en fait. Un petit peu, ouais, en écho à la crise, à ce qu'on appelle la crise d'adolescence, même si c'est un sujet qui est à redéfinir, mais et qui du coup, plutôt que de se confronter en fait à leurs problématiques, se sont mis à déplacer tout ça sur leur enfant. Sur le dos de l'enfant, donc c'est la... de rôle de sauveur-bourreau. Et donc ça a déclenché étonnamment des décrochages, c'est-à-dire d'enfants qui globalement allaient très très bien. Ouais. Et en fait, créer un déséquilibre chez leur enfant leur permettait de maintenir un équilibre à la maison, de maintenir les bouts de ficelle qui tenaient soit leur couple, soit leur situation personnelle. Et en fait, quand on s'est rendu compte sur des accompagnements très concrets que la situation problématique était vraiment chez le parent, là, on a été face à différents profils, des parents où quand on a réussi à mettre les mots dessus avec le plus de bienveillance possible, parce qu'en fait, volontairement, ils n'ont pas envie de faire du mal à leur enfant. Hein. Non, mais c'est sûr, puis c'est leur psychisme qui met ça en place. C'est pour se sauver, pour sauver la situation. Tout à fait. Et donc on a eu ceux qui ont dit « Ah mince, oui, effectivement, bon, bah alors, qu'est-ce que je peux mettre en place ?» Et là, tu voyais les leviers, les gamins qui rebondissaient, qui sortaient complètement de leur décrochage, qui raccrochaient, qui allaient dans des voies qui les intéressaient, qui retrouvaient du lien social, qui retrouvaient une relation à la maison apaisée. Et puis, tu en avais d'autres pour qui c'était juste impossible, en fait, de repenser ce schéma-là. Et là, c'est des accompagnements qui, factuellement, ont dû s'arrêter parce qu'en fait, ils devenaient nocifs pour l'enfant et nous, on n'arrivait plus à rien puisqu'en fait, le parent sabotait à chaque fois la situation. Mais l'élément commun, je dirais, de tous ces parents, ce sont des burn-out et un manque en fait, d'accompagnement et d'écoute de la part soit de professionnels ou même en fait, juste de la société. C'est-à-dire qu'on est très prompt à juger
sur l'échelle des valeurs de ça, tu fais ça bien, tu fais ça pas bien, tu fais ça bien, que du coup, à un moment donné, admettre, là, ça va pas, je vais pas bien, j'ai besoin qu'on m'aide, pendant un temps, j'ai besoin de faire, alors pas une pause avec mon enfant, parce qu'à un moment donné, c'est aussi le réel d'un enfant, tu t'engages avec. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais qu'on puisse te dire, ok, ben, en fait, ces problématiques-là avec ton enfant, pendant un certain temps, tu sais quoi, je m'en charge. Et prends le temps, toi, de te ressourcer, de retrouver ce qui te fait du bien, ce qui te permet d'aller mieux. Mais c'est vrai que, du coup, c'était intéressant de voir que des burn-out parentaux et parfois des burn-out professionnels, en fait, impactaient très directement l'enfant qui faisait lui-même un burn-out, un peu à l'image de son parent. Et moi, ce que j'entends du coup dans ce que tu me dis, si on résume, dans ton expérience auprès des adolescents, mais qu'on peut complètement calquer pour moi sur les autres âges, c'est juste que toi, c'est ta spécialité, donc voilà. Mais que globalement, prendre soin de soi en tant que parent, évidemment que ça vient en deuxième, on va dire, on prend d'abord soin des enfants, bien évidemment, et notamment quand on parle de parentalité bienveillante, etc., forcément, on est très, très concentré sur l'enfant, sur s'adapter à l'enfant, etc. Mais néanmoins, le fait de ne pas prendre soin de soi a aussi des conséquences, soit parce qu'on n'en prend tellement pas assez soin de soi que finalement, on le fait payer à notre enfant indirectement, puisqu'on n'est pas suffisamment solide nous. Tout à fait. Ça, pour moi, c'est le gros message que tu nous donnes avec ces expériences d'ado. Et puis, par ailleurs aussi, que parfois, quand on ne prend pas soin de soi, on le fait payer à notre enfant, finalement. Indépendamment de notre capacité à s'en occuper. Et autre point que j'ai retenu de ce que tu m'as dit, c'est que dans l'accompagnement que tu avais, c'était particulièrement des enfants avec des difficultés initiale, sauf cette petite partie qui avait des difficultés uniquement liées aux parents, mais la majorité visiblement avait des difficultés initiales, TDAH, HP, non-insertion dans la société, etc. Et qu'effectivement, ça c'est très difficile pour les parents à vivre parce que ça demande énormément d'énergie, à la fois à gérer au quotidien et, comme tu le disais, à rester dans une forme de norme, parce que mine de rien, c'est très très difficile d'être complètement à contre-courant. Oui. Ça, c'est possible, mais psychiquement, c'est assez compliqué parfois. Et puis, on n'a pas forcément envie que notre enfant soit complètement hors norme. On a l'impression, ou on pense, ou peut-être que c'est ça qu'il faut faire, je ne sais pas, mais que ce qu'il faut, c'est que notre enfant soit quand même à peu près dans les normes. Et donc, on va tout faire pour essayer de faire en sorte qu'il soit dans ces normes. Et c'est très fatigant. Et les jugements dont tu parlais, effectivement, interviennent alors que le parent est déjà fatigué, déjà épuisé, et ça l'achève, quoi. Exactement. Effectivement, et tu as dit un truc très intéressant sur lequel je rebondirai pour conclure, c'est dans la parentalité bienveillante, en fait, c'est bien d'être bienveillant avec soi-même avant de pouvoir l'être avec son enfant. C'est très compliqué quand on est dur envers soi, finalement, de sortir de ce schéma de pensée pour pouvoir accepter l'autre, son enfant, dans ses difficultés, dans ses failles, dans son apprentissage quotidien. Et pour moi, j'avais vu ça quand j'avais passé mon AFPS, et en fait, c'est une métaphore que je trouve hyper riche. C'est vous êtes face à un accident, enfin, vous avez vécu un accident avec quelqu'un, vérifiez que vous n'avez pas une jambe cassée, que vous allez bien avant d'aller pouvoir aider l'autre. Et donc, effectivement, on fait passer l'enfant avant, mais il y a un vrai juste équilibre à essayer de trouver qui est très compliqué. Parce qu'on a des extrêmement remplis, extrêmement rapides, mais vraiment cet équilibre de ok, est-ce que là moi je vais bien avant de pouvoir aller m'occuper de mon enfant? Je viens de vivre une situation de stress avec lui, on faisait du vélo dans la rue, on arrive à un croisement, je vois une voiture qui arrive, qui va lui foncer dessus, donc moi je me fais toute l'histoire du schéma de le film, évidemment. Voilà, le film, etc. Et c'est vrai que le réflexe premier de beaucoup de parents, c'est de crier pour déjà paralyser un peu toute la situation, et ça, généralement, ça marche. Et souvent, on a tendance à continuer à crier contre l'enfant qui, lui, n'a pas du tout vu ça, parce qu'il ne s'en est pas rendu compte, parce qu'il n'a pas tout ça. Mais en fait, il y aurait un espèce de rétro-pédalage à faire, de dire, OK, là, j'ai mis en cause la situation, plus personne n'est en danger, je respire, je redescends. OK, est-ce que moi, je vais bien émotionnellement? Bon, mon cœur palpite encore un peu vite, mais ça va. Et là, tu vas voir ton enfant. OK, on explique la situation, comment est-ce que tu vas, etc., etc., etc. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps. C'est la même image que moi, j'utilise souvent sur les avions.
quand il y a une dépressurisation, l'adulte met d'abord le masque sur lui et ensuite sur l'enfant. Parce que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Même si c'est une bonne intention, ça ne fonctionne pas. Il faut déjà être... Et c'est quelque chose qui est assez difficile à entendre du point de vue de la parentalité bienveillante, puisque justement, tout le job de la parentalité bienveillante, c'est de se tourner vers l'enfant. Mais on ne peut pas se tourner vers l'enfant en s'exonérant de faire attention à soi. Et c'est là où l'équilibre est très complexe. Exactement. Et c'est ce que moi, j'ai pu côtoyer avec les ados en décrochage. Merci beaucoup Audrey, c'était très intéressant. Je mettrai en lien le lien de ta nouvelle entreprise que tu as créée autour des adolescents et du décrochage scolaire dans le bas de la vidéo et puis dans notre site aussi. Super, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt Anne. Eh ben, merci beaucoup Audrey pour ton témoignage. Merci. Maintenant qu'on a vu les différentes raisons qui font qu'il est difficile de prendre soin de soi et en quoi la bienveillance peut être une difficulté dans le fait de prendre soin de soi, eh bien on va passer aux solutions. C'est parti. Alors, on va commencer maintenant à rentrer un petit peu dans le côté pratique. Qu'est-ce que vous pouvez essayer de mettre en place au quotidien à la maison pour parvenir tant bien que mal à prendre un peu soin de vous. Sans pour autant oublier les enfants. Exactement. La première chose, ça va être d'abord d'apprendre à vous connaître. Finalement, il y a plein d'adultes qui ne se connaissent pas si bien que ça et qui ne savent pas tellement ce dont ils ont besoin. Pour pouvoir combler ces besoins, il faut déjà être capable de les définir. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les consultations, quand il y a des problèmes comme ça de tension intrafamiliale, où je demande aux parents de définir leurs besoins de manière à ce qu'ils puissent les exprimer à leurs enfants ou à leurs partenaires. Eh bien, ils en sont peu capables, ou voire incapables. Et c'est bien normal. C'est 80% de la population, hein, donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est... Voilà. Mais on ne nous a jamais appris à le faire. C'est ça. C'est tout à fait normal, étant donné qu'on ne nous a pas appris à le faire quand on était enfant, et quand enfant, on a essayé d'exprimer nos besoins. Ça dépend des familles, mais on va dire en gros une fois sur deux, on nous a demandé soit de les différer, soit de les exprimer, soit différemment, soit de nous taire. Donc forcément, on a appris à les mettre de côté. Et quel intérêt ça a de connaître ses besoins? Ça a l'intérêt de pouvoir les combler, de les remplir. Je vous donne un exemple. Si vous êtes une maman qui a un besoin social fort, vous aimez rencontrer des amis, vous aimez voir des gens, mais que vous n'y arrivez plus parce que vous avez des enfants en bas âge, il va être intéressant de trouver comment vous allez pouvoir quand même rencontrer des gens, même avec vos enfants, quitte à les emmener, quitte à vous organiser pour que ce soit fait, de manière à ce que ça vous remplisse. Oui. Alors là, on va vous parler un petit peu de ce principe qu'on appelle le réservoir affectif. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, on en parle souvent quand on parle des enfants, mais un petit peu moins quand on parle des parents, alors que nous aussi, on en a un, et nous aussi, on aimerait bien qu'il soit plutôt rempli, ce réservoir affectif. Donc en fait, il faut imaginer ça comme un réservoir, un seau ou quelque chose. Et puis plus votre seau va être plein, plus vous allez vous sentir bien et plus vous allez être en capacité en fait de donner de l'amour, du temps, de l'attention aux autres. Et si votre réservoir, au contraire, il est vide, vous serez plus capable d'aller vers les autres parce que vous-même, vous serez complètement asséché, donc vous ne pourrez plus donner. Vraiment comme à l'image d'une voiture qui peut avancer que si elle a du carburant. Ouais, c'est vraiment la même image. Alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle de ce réservoir affectif? Parce que si vous ne connaissez pas en fait les différentes choses, les différentes actions, les différents moments passés qui vont vous aider à remplir ce réservoir, et si dans la même veine vous ne savez pas ce qui le vide, eh ben, vous n'allez pas forcément être capable de jouer avec. Une autre chose importante à savoir sur ce réservoir affectif, c'est d'être capable d'identifier quand il est en train de se vider. Oui. Où est-ce qu'il en est? Des petites astuces, ça peut être quand vous commencez à vous énerver contre vos enfants ou à vous agacer contre vous-même, etc. Ça, généralement, c'est le signe que le réservoir est en train de se vider. Et il est vraiment clair, net, précis que si votre réservoir est vide, vous ne pourrez pas être disponible aux autres. Sauf à prendre énormément sur vous et à vous vider encore plus, et là c'est la direction burn-out assurée. Donc une chose toute simple à faire, par exemple, vous prenez un petit peu de temps tout simple, au calme avec vous prenez une feuille et vous commencez à noter tout ce qui va remplir votre réservoir, et cette petite liste vous essayez de la mettre quelque part où vous allez pouvoir la retrouver facilement quand vous sentez justement que votre réservoir se vide. Alors toi, Anne, qu'est-ce qui remplit ton réservoir? Qu'est-ce qui remplit mon réservoir? C'est une bonne question. J'ai plutôt parlé des réservoirs des parents qui me consultent parce que c'est beaucoup plus vaste en fait que mon propre cas.
Donc il y a beaucoup de mamans qui aiment bien boire un café avec leurs copines. Les papas, bon, voilà, hein, c'est plus des bières, je suis désolée, mais c'est comme ça. Mais avec le confinement qu'on a vécu, c'est bien compliqué. Ouais. Donc, quand je les ai en consultation, on essaie d'imaginer des cafés à distance, des choses comme ça, parce que ce besoin social est vraiment important. Il y a des besoins de méditation, de prendre sur soi, de prendre pour soi du temps. Il y a une maman qui m'a dit « Ah, mais je me suis remise à prier. » Et elle avait complètement perdu ça et pour elle, ça avait beaucoup de sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a jouer, rire, lire très souvent. Ouais. Lire. Je mets une petite attention que je donne à chaque fois aux parents qui me consultent. Attention à tout ce qui est écran. Alors, vous nous connaissez, mais là, il y a un truc. Écran, série, etc. Ça a tendance à vider la tête. Ça fait quand même du bien, mais ça ne nourrit pas. Et ça, il faut faire attention parce que ça donne l'impression que ça nourrit. Et de fait, quand on regarde des petites vidéos YouTube régulièrement, ça ne nourrit pas. Il y a le rapport avec la nature aussi. Oui. Avec les animaux de compagnie qui peuvent vraiment aider, passer du temps avec ses enfants, jouer avec eux. Mais ça dépend parce que ça peut être, il y a des moments où ça peut être l'inverse. Du tout envie, mais il y a des moments par contre où on arrive à partager quelque chose de positif. Ça peut être du contact physique. On peut aimer se faire masser, que ce soit avec son conjoint, pas se faire prendre dans les bras. Ça peut être aller faire du shopping. Ça peut être aller faire du shopping, ça peut être... aller chez le coiffeur, se faire belle, etc. Ouais. Vraiment, en fait, ça va être des choses qui vont être très spécifiques à vous. Et c'est donc à vous d'essayer de créer cette liste et essayer de trouver dans votre liste des petites choses qui sont simples d'accès, que vous pouvez récupérer facilement sans avoir besoin, par exemple, de programmer quelque chose. Aller boire un café avec des copines, c'est super, mais ça peut être compliqué, ça peut demander 1 ou 2 jours à être mis en place. Il vous faut aussi des idées qui permettent de remplir votre réservoir affectif rapidement tout seul à la maison. Et ce qu'on n'a pas dit sur le réservoir affectif qui me semble important, c'est que celui de l'enfant, il se remplit et se vide très facilement. Donc il se remplit très facilement, il se vide très facilement. Et du coup, il faut avoir des solutions pour le remplir très rapidement. Nous, adultes, on a la chance d'avoir normalement un réservoir affectif qui est ou plus grand, c'est une image, hein, ou plus grand, ou plus solide, et que donc on peut le remplir à des moments décalés. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important à dire. Ce qui fait que vous pouvez très bien programmer, par exemple, comme tu dis, les choses qui se programment, un petit peu programmer, par exemple, tous les mercredis d'aller voir une copine différente ou d'appeler une copine différente si c'est quelque chose qui vous nourrit. Et peut-être que vous n'en aurez pas besoin expressément à ce moment-là, mais ça va vous nourrir pour les 3-4 jours qui vont suivre. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Et aussi, vous pouvez faire une liste de ce qui vous vide pour essayer de vous en éloigner. Parce qu'il y a des choses qui... Voilà, le stress, je sais pas, la fatigue. Moi, c'est typiquement la fatigue, ça me vide. La faim, le froid. Alors, il faut vous dire que nous n'avons pas de chauffage. Et donc, on a froid. Voilà mon repas. Moi, je voulais juste rajouter, pour remplir le réservoir, c'est l'idée qu'il est préférable de faire régulièrement des petites choses qui nous font du bien, plutôt que de planifier très très loin en arrière sur le plus longtemps quelque chose. Je veux dire par là que prendre 2 heures pour soi toutes les semaines sera plus bénéfique que de planifier 3 semaines de vacances une fois dans l'année. Parce que finalement, les 3 semaines de vacances, elles vont être géniales, mais vous allez rentrer et 2 semaines après, vous allez déjà être à nouveau... Parce qu'il y a cette histoire de réservoir. Le réservoir, il n'est pas extensible. Donc, une fois qu'il est rempli, il est rempli. Vous avez peut-être une autonomie de 4 jours, de 1 semaine. Une fois que l'autonomie est partie, c'est parti. Et ce que tu dis, c'est important aussi. C'est qu'il me semble intéressant de planifier ces éléments-là. Vraiment de se dire, voilà, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Parce que sinon, on est pris dans la routine et on oublie de le faire. Planifier les moments avec soi. Ouais. Ce qui n'empêche que on peut aussi avoir, ce que tu disais, une liste où on vient piocher de temps en temps quand on a vraiment besoin. Les deux sont bien. Mais le fait de le faire régulièrement, il me semble important. Et on peut planifier aussi des moments avec son enfant intérieur quand on essaye un petit peu d'avancer sur la connaissance de soi. Travailler un peu par exemple avec les journaux créatifs, ce genre de choses. Je pense qu'on aura l'occasion de vous en reparler, mais c'est vraiment intéressant d'essayer d'aller creuser un peu sur ce qu'on a vécu nous-mêmes enfants pour avancer sur ces sujets. Donc voilà, le premier point, ça va être apprendre à se connaître, apprendre à connaître ce réservoir affectif pour pouvoir l'aider à le remplir. Un deuxième point, ça serait finalement... Si on veut avancer un petit peu dans le fait de se sentir bien, ça va être de prendre du recul et d'accepter
qu'on n'est pas forcément le parent qu'on voudrait l'être, qu'on n'est pas parfait et que c'est pas grave et que c'est même une bonne chose. Et oui. Alors moi j'ai même des parents des fois qui se mettent à pleurer tellement c'est difficile en fait d'accepter qu'on n'est pas parfait. Mais quand on se rend compte, quand je leur fais prendre conscience que ne pas être parfait c'est aussi une manière pour l'enfant d'apprendre que son parent n'est pas parfait, c'est aussi une manière d'apprendre à réparer ses erreurs, c'est aussi, donc c'est un formidable outil pour l'enfant. Alors on n'est pas là en train de vous dire soyez imparfait tout le temps, faites-le exprès, prenez que du temps pour vous et n'en prenez pas pour vos enfants, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans la bienveillance au maximum, mais quand vous ne le faites pas, quand vous avez outrepassé ce que vous vouliez faire, ce n'est pas dramatique dans la mesure où vous vous excusez, où vous essayez de réparer et où vous en tirez des connaissances finalement pour faire différemment la fois d'après. Et comme tu le dis, c'est une pression incroyable pour les enfants de grandir avec un parent parfait. Parce qu'on peut. Comment faire pour égaler quelqu'un qui ne se trompe jamais, qui a toujours toutes les réponses, qui sait toujours tout? C'est très très difficile pour les enfants. Alors que d'avoir un parent qui se trompe de temps en temps et qui l'explique qu'il s'est trompé, ça leur permet justement de se mettre à la même hauteur et de s'imaginer devenir eux-mêmes ce parent-là. Les parents qui trouvent des solutions pour réparer, pour ne pas le recommencer, mais en fait finalement c'est ce qu'on leur demande aux enfants, donc c'est une très très bonne école. Donc voilà cette idée que l'erreur est bénéfique et qu'elle est nécessaire aux apprentissages, on peut aussi la mettre dans la parentalité, c'est quelque chose de très intéressant. On peut aussi revoir nos exigences à la baisse. Alors, je suis une spécialiste de l'inverse, donc je suis très mauvaise pour être un bon argument là-dessus. J'arrive pas à lâcher. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai beaucoup de mal. Donc, je vous comprends. Mais on peut quand même essayer de temps en temps de réfléchir sur ces attendus de parents, vos objectifs, et peut-être juste le niveau un tout petit peu au-dessous. Vous voulez manger bio, mais si une fois par semaine vous mangez pas bio, peut-être que c'est là essayez de chercher votre l'attitude inférieure, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça, je crois que ça va dépendre énormément des parents. Il y a des gens qui, pour avancer, ont besoin de se faire des listes où tout est défini parce que justement, ils ont besoin de savoir exactement où ils vont et ils vont être capables de trouver leur chemin au milieu de tout ça. Et d'autres pour qui le fait de faire trop de listes, finalement, ça peut être une pression supplémentaire et encore une charge mentale supplémentaire. Donc voilà, là vraiment... Trouvez votre voie personnelle. Comment on peut baisser nos attentes si vous en avez trop, si vous pensez que vous en avez trop, si votre entourage vous fait penser que vous pouvez en avoir trop, peut-être que c'est une piste à explorer. Et d'une manière générale, moi je dirais, ayez la même bienveillance avec vous que vous avez avec vos enfants, ou en tout cas que vous essayez d'avoir avec vos enfants. Et c'est vrai que c'est pas simple, mais finalement c'est la base de tout, je crois. Et puis, apprenez à déléguer. Souvent, on l'a vu, nous, femmes en tout cas, on a été éduquées dans le modèle il faut qu'on fasse, il faut qu'on prenne en charge, on doit prendre sur notre dos, etc. On a peur que papa fasse pas aussi bien, on a peur que la grand-maman fasse pas aussi bien. Mais déléguer, c'est très vaste en fait, ça peut être délégué à l'enfant, il peut être responsable de certaines choses, ça peut être délégué à effectivement les grands-parents, le papa, une babysitter, mais ça peut être délégué plein de choses, ça peut être déléguer les courses en commandant vos courses en ligne, en gagnant du temps là-dessus. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à creuser. Pardon, excuse-moi. Il y a deux idées. Il y a j'accepte de demander de l'aide et j'accepte l'aide qu'on peut m'offrir. Et c'est pas, les deux sont un petit peu différents et il peut y avoir des difficultés supplémentaires dans un cas comme dans l'autre. Quoi qu'il en soit, il faut vous entourer. Il faut essayer vraiment de trouver du réseau. Alors vous pouvez venir aussi sur notre page Facebook pour essayer en commentaire de partager si vous avez des difficultés. Et puis comme tu le disais très justement, les enfants n'ont pas à vivre dans un monde différent de celui des adultes et c'est intéressant aussi de les faire participer à la vie familiale. Alors, pour nous décharger en partie de certaines choses, de proposer aux enfants de participer à ce qu'on appelle les corvées, les tâches ménagères, etc. Mais aussi pour eux, pour leur avenir, pour qu'ils apprennent à faire les choses sans une grande pression. On n'est pas encore une fois dans la punition et dans l'obligation de faire. Mais si on participe au vivre ensemble, à la vie familiale, c'est logique d'autonomiser les enfants. Nous, ça nous permet d'avoir plus de temps pour nous et d'avoir un petit peu moins de charge mentale. Et c'est vraiment une bonne chose à mettre en place dès tout petit. 2 ou 3 ans, il sera content d'aider à vider la voiture, à vider de la vaisselle, à ranger les courses. Et ça va leur donner des bases pour plus tard. Exactement.
On va écouter le témoignage de Clarisse, qui est une maman qui a pris conscience il y a quelques années de l'importance de prendre soin d'elle, notamment pour ses enfants. Je m'appelle Clarisse, j'ai 2 enfants de 6 et 12 ans et je suis très attentive à mon bien-être. J'ai d'ailleurs créé une communauté autour du self-care qui s'appelle Parenthèse Club. Pour être un bon parent, on l'oublie très souvent parce que la société ne nous le dit pas assez, mais il faut d'abord penser à soi et penser à son bien-être. Quand on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas capable de s'occuper correctement de ses enfants, on est agacé très vite, on prend des décisions des fois qui sont un petit peu rapides, on n'est pas constant non plus dans notre façon de les traiter et finalement au bout du compte en plus on culpabilise parce qu'on ne s'en occupe pas comme on aimerait pouvoir s'en occuper. Pour moi, du coup, ça va être vraiment très important de prendre du temps pour soi, ne pas écouter forcément tout ce qu'on va nous dire qui nous laisse croire que pour être un bon parent, il faut à tout prix passer tout son temps et tout sacrifier pour ses enfants. C'est complètement faux. Quand on est à bout, on n'est pas du tout capable de s'occuper de ses enfants. Donc au final, ça ne sert à rien du tout de s'oublier. Il faut trouver un bon équilibre et connaître un petit peu les choses qui vont nous faire du bien et qui vont permettre de nous recharger. Pour moi, il y a 3 composantes importantes pour pouvoir être bien. C'est d'abord ma famille. Ça va me permettre de me recharger un petit peu, de pouvoir passer des bons moments avec ma famille au complet. Ensuite, il y a la composante couple. C'est très important aussi de ne pas s'oublier en tant que couple et de prendre le temps de temps en temps de rester uniquement avec son mari, d'oublier un petit peu les enfants et de faire des projets, faire des choses vraiment en tant que couple. Et puis la 3e, bien sûr, c'est prendre soin de moi-même, prendre du temps pour moi, faire des activités qui me plaisent, qui me rechargent et tout ça sans culpabiliser. Bien, merci Clarisse. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, ce qu'on voulait juste vous rappeler, vous savez qu'on en parle souvent dans nos vidéos, c'est que le mode de vie, l'hygiène de vie, l'alimentation, la gestion des écrans, le fait qu'on puisse ou pas aller dehors, etc., ça a une influence sur la manière dont on se sent, sur notre capacité à prendre soin de nous, à ressentir de la joie, de la tristesse, de la fatigue. On sait que c'est un paramètre qui n'est pas toujours facile à prendre en compte. Quand on est fatigué, on a du mal finalement à mettre en place ces petits jalons dans notre vie pour pouvoir aller mieux. Et comme ce sont en plus des changements qui ne vont pas se faire de manière immédiate, qui vont avoir besoin d'un peu de temps, semaines ou mois pour que les effets se fassent vraiment ressentir, ça peut être très très difficile de garder ça à l'esprit. Mais on voulait quand même vous le rappeler parce que... c'est pas neutre. Hein. C'est pas anodin du tout. Bon, c'est moi qui vais le dire, mais une bonne alimentation, ça donne vraiment de l'énergie, ça évite d'épuiser le corps, etc. Enfin, pour l'avoir vécu, on voit vraiment la différence, mais c'est vrai que c'est long. Et tout l'intérêt là de voir cette vidéo, si vous n'êtes pas au bout du rouleau, c'est de commencer à mettre ces pratiques en place dès maintenant parce que c'est vraiment trop dur à mettre en place quand on est vraiment fatigué. Faire du sport, enfin voilà, ce qu'on appelle l'hygiène de vie en fait, communément. Oui. Alors quand on est vraiment très très fatigué, une bonne solution intermédiaire, ça va être les compléments alimentaires, c'est-à-dire prendre des médicaments naturels qui vont nous permettre en fait de combler les carences qu'on n'arrive pas à prendre. Faire des petites sorties, des petites marches et pas du gros sport. Il faut y aller doucement. Donc voilà, essayez de penser à ça. Si vous n'y arrivez pas, essayez de convaincre votre conjoint de être dans cette direction-là, ou prenez rendez-vous soit avec moi, soit avec un naturopathe autre si vous préférez, mais essayez de travailler là-dessus parce que c'est vraiment important. La deuxième chose, l'autre grand point, pas facile non plus. On est désolé, c'est pas très facile. Mais je trouve qu'il est primordial, et quand on arrive à aller dans cette direction-là, on sent vraiment un changement, ça va être en fait d'accepter la situation comme elle est en essayant d'en tirer le meilleur parti. Et la principale idée, c'est d'apprendre à prendre soin de soi au milieu de ses enfants. Alors ça marche une fois que vous avez identifié vos besoins, mais vous allez pouvoir réfléchir à la manière dont vous pouvez éventuellement les mettre en place et les remplir avec vos enfants. Si votre besoin c'est de rire, peut-être que vous pourriez rire avec vos enfants par exemple. Si vous avez besoin que les choses autour de vous soient rangées, peut-être qu'on peut faire des concours de rangement avec les enfants et en profiter comme ça. Voilà. Il va falloir être inventif et créatif là-dessus. Il arrive souvent finalement qu'on ait envie de faire quelque chose. Alors, si vous prenez du plaisir à cuisiner par exemple, vous allez avoir envie de prendre ce temps-là et donc vous décidez
d'enlever les enfants et de le faire sans eux, de leur proposer autre chose pour avoir ce temps-là rien qu'à vous. Et je le comprends tout à fait, mais c'est vrai que peut-être que laisser participer les enfants à la cuisine, ça pourrait permettre de remplir votre besoin à vous, tout en proposant une activité aux enfants. Donc, sauf si le besoin c'est de faire de la cuisine tout seul, parce que on a encore cette histoire de mémoire traumatique qui revient, ou besoin d'être seul en fait. Ça peut être aussi ça, si votre besoin d'être seul, clairement, là ça va être difficile de le faire avec vos enfants, sauf pendant leur sieste. Après, c'est pas si impossible que ça, parce que par exemple, si on parle de la pleine conscience, du fait de vraiment être dans le moment présent, même à la limite au milieu d'autres choses et au milieu d'enfants et de bruit, on peut réussir à faire de la méditation, à être à l'intérieur de soi et donc en soi et donc quasiment seul au milieu du bruit. Alors ça demande de la pratique, ça se fait pas en 2 jours, mais finalement c'est la base de la méditation. De la pleine conscience, et puis autre chose c'est de prendre son mal en patience. Alors c'est hyper dur à entendre quand on est au bout du rouleau, mais de fait les enfants grandissent, il y a des paliers, on voit bien, ils sont nourrissons, c'est très dur. Après il y a en gros de 6 mois à 3 ans où ils sont très demandeurs, mais plus nourrissons c'est un petit peu différent. Typiquement l'entrée à l'école amène aussi autre chose. On a, moi je trouve un palier vers les 6-7 ans, ils sont beaucoup plus autonomes, ils sont tournés plus vers les enfants autour d'eux, c'est encore autre chose. Puis l'adolescence finalement ça va relativement vite, même si je comprends bien que sur le moment ce soit extrêmement compliqué. Mais peut-être que ça peut quand même donner un moment d'espoir, de se dire que voilà, bientôt ça va fonctionner différemment. Alors pour terminer, on voulait conclure sur une note positive. On voulait vous parler de la joie. Comment essayer de remettre un peu plus de joie dans votre environnement familial, parce que c'est ça aussi, prendre soin de soi, c'est voir les choses différemment, c'est voir les choses avec des lunettes roses, de manière positive, en partageant des jolis moments en famille. Première chose, mettre le chauffage, vous aurez compris qu'il y a toujours froid. Mettre le chauffage, c'est une bonne chose. Non, ça me fait rire, mais clairement, c'est mettre en place les besoins fondamentaux de chacun. Ça me paraît essentiel, boire, manger, se vêtir, avoir chaud, etc. Mais une fois que vous avez mis ça en place, clairement, peut-être mettre plus de jeux, mettre de la danse, mettre de la musique un peu forte, sortir un petit peu du quotidien si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, faire des choses un petit peu folles, mais ça peut être sur plein de choses différentes. Ça peut être difficile en tant qu'adulte parce qu'on nous a seriné et après que les adultes devaient être sérieux. Oui, c'est vrai. Donc il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à faire ça. Il y a des gens qui peuvent enchanter et rendre le quotidien magique sans difficulté très facilement. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à le faire, ce que vous pouvez faire en fait, c'est ritualiser tout ça. C'est-à-dire en fait planifier des fêtes autres que nos fêtes classiques qu'on a judéo-chrétiennes ou anniversaires et qui finalement reviennent pas si souvent que ça, et vous dire, on va planifier des choses. Le dimanche soir, par exemple, ça va être un film avec un pique-nique. Le jeudi, on mettra des bougies, on fera une jolie table, je ne sais pas. Ça peut être... Oui, c'est aussi ça, c'est, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était être fou, mettre de la joie en famille, c'est pas forcément faire le clown et être complètement hors de nos limites, parce que là, ça nous viderait. Ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être des choses toutes simples, comme l'autre jour, on a acheté une friteuse. C'était quelque chose, oui, je sais. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu. Notre fils adore les frites et on s'est dit voilà, plutôt que d'acheter des frites au supermarché ou on va faire des choses nous-mêmes. Et oui, c'est pas hyper bon pour la santé, mais n'empêche que c'est joyeux, c'est festif, ça fait manger des légumes quand on fait des beignets, etc. Des légumes, donc pourquoi pas. Et c'est joyeux, c'est festif. On peut célébrer les saisons aussi, ça peut être vraiment sympathique d'aller dehors, de se faire une petite fête. Les enfants adorent ça, adorent les pique-niques, des choses comme ça. C'est très simple à faire finalement. Et vous aussi, vous allez sûrement a priori y trouver du plaisir, à moins que vous vous mettiez une pression énorme. Oui. Mais si vous ne vous mettez pas de pression et que vous vous dites, on prend juste des trucs tout simples, etc. Et on fait ça comme ça, il n'y a pas de lessive, il n'y a pas de vaisselle à faire derrière. Et puis ça fait un moment partagé, c'est vraiment une jolie chose. Et vraiment simplifier au maximum. Typiquement sur les pique-niques, moi les premiers pique-niques qu'on passait, je faisais tous les petits sandwichs et les machins pour tout le monde. Maintenant les sandwichs, il n'y a plus de sandwich, c'est une salade composée, on mange tous à même le plat, où on achète un poulet rôti
chez le boucher du coin qui est déjà tout chaud et on croque quelques légumes et voilà, le pique-nique il est fait. Ouais. Enfin, voilà, on peut simplifier les choses justement pour pas être trop épuisé par cette situation-là. Et une chose qui peut paraître aussi compliquée quand on est fatigué, mais finalement qui fonctionne bien, c'est de remettre du mouvement, reprendre possession de son corps. Alors oui, ce corps-là, il est fatigué, mais c'est vrai que quand on va se promener, quand on va dehors, quand on marche, quand on met la musique à fond et qu'on danse, alors pas danser, on peut apprécier de danser de manière chorégraphique, de manière structurée, académique, mais la vraie chose qui va nous permettre de lâcher, de libérer les émotions, c'est de danser n'importe comment, de sauter, d'avoir des mouvements très saccadés, etc. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va réussir à utiliser cette danse de manière quasiment thérapeutique en fait, pour faire sortir ces émotions, pour se sentir bien et quand elles seront libérées, on pourra retrouver cette joie. Ça peut être chanter aussi, il y a des gens qui aiment beaucoup chanter, chanter à tue-tête même si on chante faux. Mais pas rester trop dans le cérébral en fait, l'idée, il faut se réapproprier tout notre corps. Et l'idée ça va être de trouver la chose qui... Voilà, dans la liste de ce qu'on vous a donné, s'il y a une chose où vous vous êtes dit « Ah ouais, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas fait, ça, c'est celle-là qu'il faut faire ». Il ne faut pas que ce soit trop difficile non plus. Sinon ça va pas et encore une fois, il faut que ce soit des choses qui reviennent régulièrement, si possible. Et donc, pensez à les planifier si vous avez du mal à le faire naturellement et à le mettre dans le quotidien, très simplement. Voilà. On a terminé sur ce thème. On va vous présenter quelques livres là-dessus. Mais juste pour conclure, en fait, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'était que c'est pas simple quand on est parent dans la société actuelle de prendre soin de ça, et que c'est encore plus compliqué quand on est engagé dans cette parentalité-là, qui est pourtant magnifique, qui est superbe, et vraiment on l'adore. Convaincus, mais c'est vrai qu'on a voulu vraiment faire cette émission parce qu'on s'est rendu compte ça pouvait être un terrain glissant. Pour le prendre soin de soi et que nous, ce qu'on peut avoir dans nos consultations, ça va être des personnes qui essayent de mettre en place la bienveillance dans leur famille et qui s'épuisent. Alors on est là pour les aiguiller, pour les aider, mais au-delà de ça, ça nous semblait important de mettre une petite alerte sur le fait qu'être bienveillant tout le temps, H24 sans penser à soi, et bien finalement c'est une manière de se fourvoyer, de se tromper et d'arriver dans des situations un petit peu compliquées. Donc en gros, ne vous oubliez pas. Voilà. Alors, quelques livres pour illustrer tout ça. Je voulais vous présenter de Sarah Naphtali, S'occuper de soi et de ses enfants dans le calme. Alors elle est vraiment dans cette idée-là de comment est-ce que je peux utiliser la méditation, toutes les connaissances du bouddhisme pour essayer en fait de travailler sur mes émotions compliquées, pour gagner en sérénité avec mes enfants et pour apprécier les moments passés avec mes enfants. Il est assez sympathique. Et dans le même sens, là on a Parents en pleine conscience de Diana Korevar qui nous donne des petites leçons. C'est assez pragmatique, pratique à utiliser pour mettre un peu de pleine conscience dans la vie de parents spécifiques. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure sur le burn-out le site de Moira Mikołajska, je ne suis pas sûre, et d'Isabelle Roskam. Il y a un livre qui est assez bien fait et qui est vraiment sympathique et qui est vraiment sur l'idée de la parentalité aussi bienveillante. Hein. Elle est là-dedans et comment faire pour pas sombrer, voilà. Un petit livre sur le bonheur qui est assez simple mais qui est plutôt sympathique. Alors j'ai du mal avec les noms, je suis désolée, de Sonia Lyubomirsky. Hein, ça ressemble à ça. Qui nous fait un petit peu des études, qui nous parle un petit peu de ce qu'on a trouvé actuellement sur les gens, quel type de personnes sont heureux, etc. Pourquoi, comment. Et qui nous parle évidemment de ce que Mihaly Csikszentmihalyi appelle le flow, sur l'idée qu'en fait pour trouver le bonheur c'est important d'être dans quelque chose qui nous relie et d'être concentré à ce qu'on fait. Et puis encore deux autres de ma part, il y a Le pouvoir du moment présent que j'imagine que vous connaissez quand même assez connu, mais je vous le représente sur l'importance d'être... Comme c'est dur. d'être à ce qu'on fait, mais qui est superbe. Et puis, alors un des seuls livres sur l'éducation, sur la parentalité bienveillante, qui mettent un bémol dessus. Alors pour moi, elle va trop loin dans son bémol, mais
Je vous le présente quand même de Béatrice Kammerer parce qu'il vous parle un petit peu, entre autres, de ce dont on vous a parlé maintenant et qui fait que c'est pas si facile que ça d'être un parent bienveillant aujourd'hui. Alors comme je vous disais, moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, mais je trouve que c'est intéressant de le lire, je pense. 3 livres sur le rôle des femmes. On a beaucoup parlé des femmes dans le début de cette émission. Et qui sont absolument géniaux. Oui, 3 livres super. De Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Je vous le présente surtout pour la partie où elle explique, elle creuse comment nous, les femmes, les filles, sommes éduquées sans qu'on nous en rendions compte pour être en gros au service des autres. C'est édifiant. Moi, j'avoue que j'en connais plutôt un bon rayon sur le sujet, mais j'ai été assez ébranlée parce que j'ai pu y lire. Moi je l'ai adoré, je l'ai lu d'une traite, il est vraiment... Enfin c'est un classique. Un autre classique, Daniel Flommenbaum, Femme désirée, femme désirante, qui là va plutôt parler de la vie intime et de couple des femmes, mais c'est un grand classique qui est assez bien fait. Pour être pas seulement mère, donc pas seulement épouse, mais être femme. Vraiment, apprendre à redevenir femme dans ce qu'on a envie d'être. Voilà, dans tout ce que ça comporte. En fait. Et d'avoir le droit de dire qu'on a envie de telle ou telle chose. Voilà, c'est assez intéressant. Un de mes chouchous, d'ailleurs, il est extrêmement lu. Clarissa Pinkola Estes, Les femmes qui courent avec les loups. C'est une personne qui a étudié les contes, les contes, les contes populaires. Les contes populaires autour des femmes et qui a réussi à en ressortir l'archétype de la femme sauvage, la puissance de la femme et qui, au travers de ces analyses, nous montre à quel point la femme est forte. Et ça peut être intéressant à lire sur cette partie justement, prendre sa place, etc. Surtout si ce qui vous ressource de lire, ça peut être intéressant. Le Miracle Morning de Hal Herod, je vous conseille le spécial famille parce que l'autre il est inapplicable si vous êtes parent. Alors c'est pas un livre bienveillant a priori, hein, il faut le lire avec du recul si vous êtes dans cette mouvance. Néanmoins, c'est un livre qui me semble vraiment important à présenter aujourd'hui sur cette partie, prendre soin de soi, parce qu'ils mettent vraiment l'accent sur le fait de prendre soin de soi au quotidien, arriver à trouver des rituels, arriver à se dégager du temps, arriver à trouver des moments, et avec plein de réponses, de situations pour éduquer les enfants. Alors, voilà, il y a des principes d'éducation, des choses sur lesquels je ne suis pas tout à fait raccord. Néanmoins, voilà, c'est un petit peu comme le livre que tu présentais, ça vaut le coup de le lire pour se nourrir. Voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous a apporté des réponses. On vous propose de nous retrouver sur notre page Facebook où on continue de toute façon de vous donner des idées aussi régulièrement pour prendre soin de vous et puis pour vivre en famille de manière positive et harmonieuse. Aussi sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous avez envie de connaître nos nouvelles vidéos. Et à très bientôt. À très bientôt.